J'étais là, posé pépouze sur mon canapé, quand je me suis rendu compte que merde, je sors qu'une vraie vidéo tous les 3 mois, faut vraiment que je sois plus actif. Mais de quoi pourrais-je bien parler? Et là, j'ai eu une illumination. Ma mission aujourd'hui, ma mission sur cette terre, ma mission dans cet univers, ouais bon ok, vous avez vu le titre, aujourd'hui je vais cracher sur un film que tout le monde aime. Encanto, la fantastique famille Madrigal, ou de son titre original Encanto, est le dernier film d'animation en date des studios Disney, leur 60e long métrage pour être exact. Je ne vous apprends rien en disant que ce film est un monstre. Rien que dernièrement, quand j'écris Céline, il a gagné le prix du meilleur film d'animation et de la meilleure musique de film lors de la cérémonie des Oscars de 2022. Et vous me direz, c'est bien logique un succès pareil, on doit quand même à son réalisateur Byron Howard les films Volt, Réponse ou encore Zootopie. Et quant à son co-scénariste Jared Bush, c'est le cerveau derrière les histoires de Big Hero 6, Vaiana et là aussi de Zootopie. Avec des monstres comme ça à la tête du projet, Encanto ne peut qu'être une masterclass aussi grande que son succès. Et non, c'était bien nul, mais ne réagissez pas tout de suite en commentaire, je suis là pour vous expliquer pourquoi. Alerte Rouge, de son titre original Turning Red, est le dernier film d'animation en date des studios Pixar, leur 25e long métrage pour être exact. Je ne vous apprends rien en disant que ce film est a priori un petit flop, puisqu'il fait lui aussi partie des films sacrifiés par Disney en ne sortant pas en salle mais directement sur Disney+, et donc avec un impact bien moins grand. Et c'est bien dommage parce que si le succès n'était pas au rendez-vous, je peux vous l'assurer, les qualités le sont et en grande quantité. On note d'ailleurs ici aussi à l'origine du projet des personnes qui pèsent dans le game, notamment la réalisatrice et co-scénariste Do Michi, qui a également taffé sur Vice Versa, Les Indestructibles 2 et Toy Story 4. Et là vous vous demandez sûrement pourquoi je décide de vous parler de ces deux films en même temps, puisque sur le principe ils n'ont rien à voir. Bah ouais, c'est quoi le rapport entre une famille nombreuse hispanique qui ont des pouvoirs de merde en touchant une porte magique et en sniffant les restes d'une bougie chelou, et une ado sino-canadienne qui devient rousse et découvre qu'elle peut se transformer en furie? En pandarou. Et bah justement, laissez-moi vous montrer que ces deux films ont beaucoup de points communs. Mais si, réfléchissez un peu, si je vous dis qu'ils racontent tous les deux l'histoire d'une famille respectant comme des tarés leur culture d'origine, au point que ça les fait carrément ressembler à une secte par moment. Mais que t'inquiète, c'est cool, parce que cette dite origine leur confère des pouvoirs extraordinaires. Pouvoirs dont l'héroïne, une adolescente intrépide et unique en son genre, décide d'envisager d'une nouvelle manière moins traditionnelle, ce qui va lui attirer les foudres non seulement de ses proches, mais surtout de la grande matriarche, qui, cherchant à protéger à tout prix ses traditions, en fait souffrir toute la MIF, avant qu'enfin la protagoniste remette ceci en question pour que tout aille mieux dans le meilleur des mondes. Et bah là, bizarrement, je suis sûr que vous voyez déjà beaucoup plus de ressemblances entre les deux bousins. Et vous voyez également que malgré ça, j'ai un avis bien différent sur les deux œuvres. Pourquoi? Et bah regardons ça tout de suite. Pour faire simple, disons que oui, sur le principe, dans la forme et dans les thèmes abordés, les deux films sont assez similaires. Mayline et Mirabel sont toutes les deux nées dans une famille à cheval sur les traditions. Traditions à l'origine de profondes blessures chez les personnages et avec lesquelles elles vont directement entrer en confrontation. Mirabel en n'ayant pas de pouvoir et en encourageant ses proches à en avoir un usage qui diffère de ce que leur mamie voudrait pour se rapprocher de qui ils sont réellement, et Mayline en décidant d'envisager son panda comme autre chose que ce que les femmes de sa famille voudraient lui imposer, et en rentrant en opposition directe avec l'éducation étouffante de sa mère. Putain. Pourquoi je fais des phrases aussi longues? Dans les deux cas, cette confrontation mène à un affrontement destructeur, autant sur un plan verbal que physique, et c'est justement en atteignant ce point de non-retour que chacun des membres de la famille comprend qu'il faut y aller un peu plus mollo sur les traditions, sans pour autant les négliger, ce qui permet une réconciliation durable. Mais ça, si vous avez regardé les films, vous le saviez, alors pourquoi est-ce que Encanto est infiniment moins bien qu'Alerte Rouge? Eh bah parce qu'avoir des concepts similaires c'est bien beau, mais si tu les mets en pratique n'importe comment et que tu conclus ton film comme de la merde, bah ça sert à rien. Je vais enfoncer des portes ouvertes en disant ça, mais une fin, pour n'importe quel type d'œuvre, c'est capital, parce que c'est littéralement la dernière chose que tu auras dans ton esprit la concernant. Donc si elle est bien, tant mieux, mais si elle est nulle, bah il te restera qu'un goût amer, et ce, peu importe la qualité de tout ce qui a précédé. Et c'est ici le cas avec Encanto. Parce que ouais, avant de me traiter de rageux, sachez que je l'ai vraiment apprécié 90% du temps, mais sa fin pue la merde, donc forcément tout le reste s'en trouve impacté. Par exemple, construire durant tout le film une opposition idéologique entre Mirabel et la mamie, c'est super,
mais si tu n'en fais au final rien, bah ça tombe à plat. Et pourtant c'est bien fait, on assiste durant tout le film de façon plus ou moins explicite aux effets néfastes du comportement de la grand-mère, à cause de qui chaque membre de la famille n'existe plus en tant qu'individu, mais uniquement en tant qu'objet pouvant être utile au village. C'est ce qu'on voit avec la meuf musclée qui est traitée uniquement comme le bulldozer sympa du quartier, ou surtout avec la meuf parfaite qui est jetée dans les bras d'un mec qu'elle n'aime pas pour servir de super fécondateur 3000 et pondre des mômes parce que évidemment, on le sait tous, les meufs ne servent qu'à ça. Alors non, non, moi je pense pas ça. Non, c'était ironique, c'est le film qui dit de la... Moi j'adore les femmes. Moi j'adore les femmes, ma mère est une femme, mes sœurs sont des femmes, j'ai des voisines c'est des femmes, j'ai des professeurs, moi j'adore les femmes, ok? Donc me cancellez pas s'il vous plaît, moi je suis très gentil, c'est le film qui... Ok, j'arrête. Mirabel, de son côté, car elle n'a pas de pouvoir, est plus traitée comme une gêne qu'autre chose, et est discriminée au point d'être séparée du reste de ses proches, car oui, le système de cette famille est tellement pété qu'une séparation presque ségrégatoire est mise en place, avec au premier étage les personnes avec des pouvoirs, donc utiles au village, et au rez-de-chaussée, bah tout le reste des déchets quoi. On pourrait croire que le dysfonctionnement de cette famille s'arrêterait là, mais non, pas du tout, parce que maintenant faut qu'on parle de Bruno. Tu fais une blague sur la chanson du film et je te brise les genoux. Oh, mais t'es pas drôle. Le gars a été forcé de se cacher et de vivre avec des rats pendant 10 ans dans les fondations de sa propre maison, et le sujet d'insultes et de critiques par tous les membres du village, y compris de sa propre famille, qui lui reprochent tout et n'importe quoi parce que ces trous du cul sont pas foutus de comprendre le fonctionnement d'un pouvoir qu'il n'a même pas choisi. Il a dit que mon poisson il allait mourir et il est mort, mais ferme ta gueule mon gars, dans tous les cas ton poisson il allait crever, tout ce que Bruno a fait c'est de te prévenir, le principe de son pouvoir c'est de prédire ce qui va se passer, pas d'avoir un contrôle dessus. Et malgré tout ça, le gars est resté. Pour cacher pendant tout ce temps à cette famille qu'il aime mais qu'il a rejetée les fissures de leur maison, et qu'il puisse continuer à vivre paisiblement sans inquiétude au détriment de son propre bien-être. De toute façon, mon pouvoir n'était pas bon pour la famille. Pourtant, je l'aime, moi, ma famille, je t'assure. Soyons objectifs dans cette critique, sans forcément être des plus originales, mais de toute façon c'est normal, hein, le scénario de Encanto et d'Alerte Rouge c'est vraiment un truc qu'on a vu plusieurs fois avant. Le concept du personnage de Bruno, le personnage de Bruno est vraiment incroyable. Que ce soit en VO ou en VF, les doubleurs qui l'incarnent sont juste fantastiques. Et en ce qui concerne tout le reste, je sais même pas par quoi commencer, tant tout dans le potentiel qu'a ce personnage est génial. Mais là aussi restons objectifs, car encore une fois, oui c'est super d'avoir plein de potentiel, mais si tu n'en fais rien, bah ça pue. Car oui, vous l'avez compris, le problème c'est pas du tout les idées de base de Encanto qui sont prometteuses, c'est vraiment leur résolution. 3 d'entre elles sont particulièrement nulles. La réconciliation avec la grand-mère, la réconciliation avec Bruno, et enfin la conclusion liée au pouvoir. Donc dans l'ordre, après la grande dispute générale qui mène à la destruction de Casita, Mirabel, qui pense en être la responsable, se casse mais est finalement rattrapée par sa grand-mère. Enfin est arrivé le temps des excuses. Et putain, elles sont superbes, c'est totalement ce qu'on attend de ce type d'histoire. Sauf qu'en fait pas du tout. Oui, la mamie s'excuse, reconnaît ses torts, mais avant ça elle décide de raconter son background avec son ancien mec mort pour qu'enfin on comprenne pourquoi depuis tout ce temps elle était une connasse. Ce qu'on sait depuis le début, parce que le film commence littéralement sur ça, bordel! Alors soyons clairs, ça ne retire pas l'impact de ces excuses, mais si je dis que c'est totalement ce qu'on attend de ce type d'histoire, et ben on peut observer un autre gros problème de Encanto, la flemme. Le film et ses créateurs ont la flemme. Donc au lieu d'essayer d'insuffler tout le respect artistique dans l'œuvre afin d'en faire le meilleur truc possible, et bah non, ils ont juste suivi les règles sans se poser de questions. Le scénario implique d'avoir des excuses entre différents persos? Ok, bah tiens, voilà une scène d'excuses. Bon, elle a aucun sens par contre, mais on s'en bat les couilles, t'as une scène d'excuses, t'es content, non? Fils de pute, t'es content ou pas là? Oh! Eh bah non, je suis pas content parce que j'ai très mal à la tête et surtout parce qu'il y avait 1000 façons de faire mieux. Preuve en est, Alerte Rouge. Dans Alerte Rouge, on installe aussi dès le début le côté étouffant de la famille de Mei Mei et donc surtout de sa mère. La gosse a zéro liberté, se casse le cul à avoir des notes exceptionnelles pour qu'on lui réponde que c'est normal. Malgré un comportement exemplaire, elle ne peut jamais vraiment profiter de rien et donc cloisonnée à montrer qui elle est réellement dans un cadre uniquement scolaire avec ses amis, car autrement sa mère, au prétexte de bonnes intentions, agit comme une trou du cul et en public.
Heureusement que je suis intervenue. Et bien sûr, le tout avec une place omniprésente du passé, où toute la famille vit pour et par leurs ancêtres, au point d'habiter dans un temple construit à leur effigie, et que leur rendre hommage est leur activité professionnelle. La mère de Mei Mei apparaît alors comme étant, disons les termes, une grosse connasse, parce que oui, hein, c'est très bien de vouloir protéger à tout prix tes gosses, mais il y a quand même des limites à pas franchir, et cette grosse folle les franchit toutes une par une. Un point d'ailleurs que j'ai trouvé vraiment très bien, c'est que même après tout ce que sa daronne lui a fait subir, Mei Mei ne tient personne d'autre qu'elle-même pour responsable, car elle est tellement endoctrinée à tout porter sur ses épaules que même dans des situations où c'est clairement pas de sa faute, eh ben elle refuse d'en vouloir à sa mère. Maman, comme je regrette. Tu es la prunelle de ses yeux. Sois à la hauteur. Tu ne lui refais jamais ce coup-là. Ce qui est du coup super, car quand enfin Mei Mei se rebelle, et ben le contraste est encore plus fort, et donc j'ai trouvé que ça marchait vraiment bien. Tout comme l'ensemble de cette relation d'ailleurs, bien meilleure que dans Encanto, car au lieu de se reposer sur ses acquis, on découvre au fur et à mesure pourquoi la mère de Mei Mei agit de cette façon. En fait, elle n'est pas juste une grognasse insupportable qui tente de participer au bien de sa gosse de la pire des façons, mais une enfant, toujours bloquée dans son passé, qui a vécu la même chose au même âge, ce qui a détruit sa relation avec sa mère, et qui du coup essaye d'éviter que cela se reproduise avec sa fille. Et tout cela marche du feu de Dieu, parce que cela nous est compréhensible. On a suivi les aventures de Mei Mei et on l'a soutenu pendant 1 heure de film pour des motivations qui étaient à l'époque les mêmes que sa mère. Et d'ailleurs, lorsque cette dernière, sous sa forme d'adolescente, tient son discours très émouvant qui explique ses problèmes avec sa mère, bah justement, c'est super émouvant parce que tout ce qu'elle dit pourrait totalement sortir de la bouche de Mei Mei. J'en ai marre d'être la petite fille parfaite. Je serai jamais assez bien pour elle. Ni pour personne. Notre relation avec le personnage évolue donc en même temps que la réconciliation entre mère et fille, et au-delà de mes goûts personnels qui me font dire que visuellement parlant, tout ce segment est tellement plus beau dans l'Arte Rouge que dans Encanto, tout ceci montre surtout que faire le minimum syndical ne marche pas. Car c'est ce que fait Encanto, les personnages doivent s'excuser, donc ils s'excusent, et c'est tout. Sauf que ça n'a aucun sens. Pourquoi Mirabel fait genre qu'elle comprend mieux sa grand-mère comme si l'histoire du papy était un énorme secret dont personne ne parle, alors que le putain de film commence là-dessus, que cette dernière a déjà vu tout ce qui motivait sa grand-mère dans une autre scène, et que le portrait de l'autre débile est partout dans la maison. C'est encore pire pour le spectateur qui n'est du coup plus du tout engagé dans l'histoire et assiste juste à des flashbacks vus maintes fois auparavant, comme si c'était un épisode filler de Naruto. Et je dis pas de faire des copier-coller, mais oui, j'en suis persuadé, si on avait découvert en même temps que Mirabel la mort du grand-père et les raisons de la grand-mère, ça aurait été vachement mieux. Mais évidemment, sinon c'est pas drôle, c'est encore pire pour la séquence d'excuses de Bruno, car non content de l'avoir fait fuir de sa propre famille et de chier continuellement sur lui dans son dos, et ben en fait le mec revient et tout le monde fait son putain de faux cul en mode waouh, tu nous as vraiment trop manqué mon gars. Putain, je vous déteste tous tellement. Pourquoi je me retrouve dans ta vision, Bruno? Tia, t'exagères! Je voulais récupérer les dernières affaires de Tony quand j'ai entendu le nom qu'il ne faut jamais prononcer. On ne parle pas de Bruno. Oui, je sais, mais je veux juste savoir si c'était quelque chose de plutôt positif ou moins positif. C'est un vrai cauchemar! Félix! Il faut lui dire, Peppa, il faut lui On dire. ne parle pas de Bruno. En général, il voit quelque chose d'affreux et ensuite, tra, ti, 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 et bah, boum! C'est le cauchemar. Tout d'abord, je tenais vraiment à m'excuser. Hey, l'essentiel est que tu sois rentré. Nous gardions espoir. C'est un bonheur de te voir. Le plus important est que l'on se soit retrouvés. Et oui, mesdames et messieurs, on a un niveau tel de minimum syndical que non seulement dans cette séquence d'excuses, personne ne lui demande pardon, mais en plus lors de la chanson de fin, c'est carrément Bruno qui s'excuse des méfaits de sa famille. L'écriture est tellement nulle que le personnage, accusé à tort et rejeté pour rien par sa famille de débiles, est obligé de s'excuser parce que sa famille est conne. Vous comprenez que rien ne va ou pas? Alors bien sûr, je m'énerve pour les besoins humoristiques de cette vidéo. Ouais, sauf que t'es pas drôle. Mais j'espère que vous comprenez où je veux en venir. Encanto est un film qui fait tellement peu d'efforts qu'il conclut littéralement des arcs narratifs majeurs de son propre scénario par un ta gueule. C'est bon, les personnages ils ont rien fait du tout pour que ça aille mieux, mais en fait si, ça va mieux. C'est long comme slogan quand même. Mais oui, je sais bien, mais comment c'est possible de mieux formuler le truc tellement c'est évident de conneries? Et encore une fois, Alerte Rouge est bien supérieur. Il met lui aussi en place une opposition entre différents personnages, mais quand arrive enfin le moment des réconciliations, ce n'est pas du tout forcé, non, c'est mérité, car chacun a fait des efforts pour y parvenir. Par exemple, pour l'opposition entre Mei Mei, sa mère, la grand-mère et le gang des tatas, tout ce bordel va si loin que la daronne pète un câble et se transforme en Godzilla. Ce qui est visuellement beaucoup trop classe, voilà, il faut le dire.
On pourrait penser que cela signe un point de non-retour, que ça y est, la division au sein de cette famille est si forte qu'elle entraîne littéralement la destruction d'une ville. Comment serait-ce seulement possible d'imaginer une réconciliation après ça? Eh bah si, c'est possible. Et pas par magie, hein. Non, en faisant des efforts, en faisant un pas vers l'autre, en essayant de se comprendre. La démonstration de tout cela est le choix auquel est confrontée la famille de Mei Mei, soit de continuer de poursuivre les traditions sans jamais changer, même si ça fait du mal à tout le monde, ou alors d'aller à l'encontre de ces dernières, car le plus important n'est pas le passé, qui évidemment doit être respecté, mais pas au détriment du présent. Ainsi, chacun décide de venir en aide à la daronne en se transformant en panda, avec d'ailleurs aucune garantie à ce moment de l'histoire de pouvoir se retransformer en humain un jour, ça montre quand même leur niveau de motivation, mais ça marche, car ici la réconciliation passe par les actes. Les personnages ne se pardonnent pas juste parce que le scénario attend d'eux qu'ils le fassent, mais parce qu'ils agissent pour que ça aille mieux. Et tout cela est complètement absent d'Encanto, qui en définitive ne fait que remplir une liste de courses, et ne va jamais plus loin que ça. Pour preuve, la conclusion liée au pouvoir. Car oui, après des disputes et des réconciliations, ce qui doit suivre ce sont des compromis, de nouvelles bases, de nouvelles règles à suivre pour que cette nouvelle tranquillité soit durable. Et donc dans ce film, elle concerne les pouvoirs. Car au-delà du comportement déplorable de la grand-mère, ce qui faisait souffrir chacun des personnages, ce sont bien ses capacités exceptionnelles, qui les ont forcés dès l'enfance à se mettre au service comme des outils d'une sorte de secte chelou prenant la forme de leur famille. N'oublions pas que notre communauté compte sur nous. La Familia Madrigal. D'ailleurs, encore une fois, je pense que j'en attendais trop du film, parce que ce type d'introspection, je pensais qu'on en allait avoir une par personnage de la famille. Par exemple, le gamin dont le pouvoir c'est de copier l'apparence des gens, bah on aurait pu avoir son dilemme interne comme quoi plus personne ne le voit en tant qu'individu. C'est quoi sa place, tu vois, genre syndrome de l'imposteur, etc. Dans l'intro du film, le mec prend littéralement la place d'une daronne qui élève son gosse. On aurait pu exploiter ça. On l'a pas fait du coup, et c'est pareil pour la meuf qui fait de la pluie ou de la neige quand elle est pas contente. On aurait pu explorer le fait qu'elle se sent super mal parce que ses pouvoirs ont des effets dévastateurs, donc ça fait souffrir des gens, donc elle se sent mal, et vu qu'elle se sent mal, ses pouvoirs refont surface et refont de la merde partout, donc le truc c'est un putain de cercle vicieux qui s'arrête jamais, et bah en fait non. Voilà, tout ce que je viens de vous dire c'est pas du tout dans le film, donc encore une fois un super travail d'écriture, ton film c'est un texte à trous, c'est au public de faire le reste, c'est nul. Je le dis très mal parce que ça je l'avais pas écrit dans mon texte à la base, mais en tout cas sachez que j'ai trop le seum contre ce film. Il y a un potentiel de fou, c'est pas utilisé. Ils préfèrent nous foutre la meuf qui fait des fleurs, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de la meuf qui fait des fleurs? Bref, tout ça pour dire que les pouvoirs et leurs impacts négatifs au sein de la famille Madrigal étant le centre du film, avec en plus tout un segment où tout le monde est privé de ces derniers, et bah je m'attendais à une conclusion du genre, en fait on est comme Mirabel, on est tous spécial sans nos pouvoirs, donc si on en a plus, c'est pas grave. Et c'est dans cette direction que semblait se diriger la chanson finale. Ouais parce que arrêtez-moi si je suis con, hein, mais désolé, quand j'entends successivement ça, Notre maison veut de nouvelles fondations. Rien n'est impossible si l'on travaille ensemble. On est une famille, une grande constellation. Et les constellations changent. ça, Le miracle n'est pas la magie que l'on croit. Mon miracle, c'est vous. et qu'ensuite les habitants du village qu'on pensait si dépendants de la famille Madrigal, bah, au final viennent de leur propre initiative donner un coup de main en déclarant ça. Hey! C'est une épreuve, mais vous n'êtes pas seul, pas de magie, mais on est unis. Eh, nique ta mère Disney, les droits d'auteur là, c'est bon. Bah je pense qu'on a le droit d'attendre une fin, ou soit option 1, plus personne n'a de pouvoir mais c'est pas grave car le village peut faire sans et que le vrai miracle c'est vous, soit option 2, une fin plus modérée où les persos regagnent leur pouvoir mais où on assiste à une réconciliation durable où chacun agit un peu différemment pour que tout aille mieux. Mais comme d'habitude avec Encanto, on a évidemment rien eu de tout ça, bah oui parce que ça aurait été trop bien sinon c'est pas drôle. Et je vous vois déjà bondir de rage les fans de Encanto. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? On a eu l'option 2 à la fin du film? Bah oui, maintenant les personnages ils ont à nouveau leur pouvoir et ils ont tous un meilleur comportement puisque regarde la meuf musclée maintenant elle peut stopper son travail forcé pour faire des siestes. Ah et toc l'abricot mon gars, tu l'avais pas vu venir celle-là. Ouais mais ça en fait Jean-Kévin c'est juste un travail de surface, donc c'est tout sauf satisfaisant. Les torts de chacun des personnages sont expédiés d'une manière si simpliste quand justement tout ce qui faisait les qualités du film jusqu'à maintenant c'est la non-simplicité des soucis à résoudre. Je le rappelle, discrimination entre les personnes avec ou sans pouvoir, pression familiale énorme pour ceux qui en ont, traitement déplorable pour ceux qui n'en ont pas, comportement sectaire, mariage arrangé et encore tant d'autres.
les problèmes qu'expose Encanto ne sont pas simples. Alors non, désolé, les conclure par une fin à la Choupi en mode youhou, pouvoir de l'amitié, tout le monde s'aime maintenant, c'est un énorme foutage de gueule. En plus, tout ça révèle d'un assez gros problème de rythme qui rend le film assez insupportable à voir, puisque bien que très bon en setup, justement ce dernier prend une plombe à se mettre en place, tout ça pour que le payoff soit rushé n'importe comment et donc raté, puisqu'il faut tout conclure en moins de 10 minutes. En fait, c'est simple, cette conclusion, elle est tellement artificielle qu'elle ne conclut rien du tout, et quand elle le fait, c'est extrêmement mal. Vous ne pouvez pas sérieusement me soutenir si vous avez plus de 4 ans et demi que la création du couple Mariano et Dolores en 20 secondes top chrono est quelque chose de bien écrit. Ça n'a aucun sens, putain. J'ai tellement d'amour à donner. Mon autre cousine, la connais-tu? Elle s'appelle Dolores. Bravo, t'as gagné la sœur. C'est Lina. T'es contente, Nina? Regarde dedans, allez, va chercher. Et tu ramènes au bout d'une semaine, hein, chef? C'est gagné, c'est une semaine, hein? Ah bon, Nina? Nina? Elle va chercher maman, on va la mettre là. Et oui, encore une fois, vous connaissez la chanson, si cette fin pue la merde, c'est surtout parce qu'il y avait beaucoup de façons de faire mieux. Et encore une fois, Alerte Rouge a fait mieux. Beaucoup mieux. Là aussi, tout au long du film, le centre de tous les événements, ce sont les pouvoirs. Ici, celui de se transformer pour les femmes de la famille de Mei Mei en panda rouge, censé assurer protection pour elles et leurs proches. Mais une opposition se forme. Si d'un côté ce pouvoir est le symbole de leurs ancêtres, quelque chose que la famille de Mei Mei respecte profondément au point d'y vouer sa vie, ce dernier représente aussi une forme de malédiction, vouée bien souvent à briser le lien qui unit les femmes de la famille. Car oui, si le film ne vous l'avait pas assez bien fait comprendre, le panda est évidemment la représentation du passage à l'adolescence, de la puberté et de tous les changements qui en découle, en particulier donc de l'ouverture de l'esprit pour l'enfant qui, après 12 ans de pilotage automatique sous les ordres des parents, se demande si en fait il n'y aurait pas d'autre façon de voir les choses. Et si jamais vous en avez eu un jour, vous devez savoir que les parents ils sont pas super friands des enfants qui s'éloignent de la route indiquée. Ainsi, du point de vue de la mère de Mei Mei, le choix au niveau des pouvoirs que doit faire sa fille doit être binaire. C'est soit oui, soit non. Soit tu fermes ta gueule et tu suis les règles, soit t'es une putain de rebelle et oh là là, désolé, on va devoir arrêter notre relation ici. Et c'est donc sur cette question que pose la fin du film. Que va choisir Mei Mei? Si Alerte Rouge était aussi mal écrit que Encanto, la réponse aurait sûrement été un truc bateau du genre ouais, en fait le vrai pouvoir c'est moi, donc pas besoin du panda, bye bye. Ou encore mieux, désolé maman, je le garde quand même, s'il te plaît pardonne-moi instantanément sans faire aucun effort, parce qu'en fait là le film il doit se terminer, donc on n'a pas le temps que tu sois un personnage complexe et bien écrit, donc ta gueule et pardonne-moi, s'il te plaît. Merci. Mais non, parce que Alerte Rouge, en plus d'être un film bien écrit, ne tombe pas dans la facilité sous prétexte que la majorité du public, c'est des gosses. En conséquence, alors même que mère et fille ont passé 10 minutes à se battre comme des putains de kaiju au milieu du Stade de France, se blessant aussi bien par les poings que par les mots, et malgré une réconciliation partielle, la mère ne peut se résoudre à accepter le choix de Mei Mei, et lui demande une dernière fois d'abandonner le panda. Mais notre héroïne ne voit pas les choses comme ça. Pour elle, il est possible de lier tradition et présent. Il est possible de faire changer, de faire évoluer les choses. Oui, on peut vivre comme bon nous semble, sans suivre à la lettre des règles créées il y a des millénaires, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne les respecte pas. Rien n'est binaire dans la vie, tout n'est que nuance. Mei Mei refuse donc l'offre de sa mère, elle fait le choix de conserver le panda, cette nouvelle partie d'elle-même qui a toujours composé son identité, mais qu'elle devait jusqu'à présent dissimuler, et de l'associer à ses racines, ses traditions, ses ancêtres. Et cela fonctionne, car le compromis n'est pas partiel, pas fait en surface comme dans Encanto, il est total. En face, la mère, se rendant compte de la détermination de sa fille, décide enfin de l'écouter, d'essayer de comprendre de son point de vue, et d'essayer de l'accepter. Car justement, à la fin du film, le statu quo, il n'a plus rien à voir avec celui du début. La mère s'ouvre aux amis de sa fille, à qui elle laisse plus de liberté. Elle joue même avec un Tamagotchi, alors qu'elle déteste les nouvelles technologies. Et c'est pareil pour la grand-mère et son nouveau collier, qui lui force à accepter la nouveauté. Tandis que le père, qui a commencé le film qu'en tant que cuisinier, est plus actif dans la famille. On n'est pas sur des changements complètement artificiels, comme dans Encanto, où tu comprends, ça va mieux car la meuf musclée peut prendre des pauses cigarettes plus longues de quelques minutes. Non, ici le changement, le voyage effectué avec le film, il est factuellement présent, avec des éléments qui auraient été inimaginables au début du film. Et on peut l'observer aussi avec la mise en scène. Cette dernière aussi dépasse les mots et nous montre de façon tangible que la philosophie de vie de notre héroïne est possible. Ainsi, lorsque Mei Mei se rend au concert des Four Towns, elle tente d'abord d'y aller à pied, mais c'est pas assez rapide. Elle tente donc d'y aller en forme panda, mais c'est pas assez pratique. Elle finit donc par combiner les deux, ce qui représente le message du film. Et c'est pareil pour la chanson finale, puisque au début, on n'entend que l'ancien, on n'entend que les chants traditionnels chinois, mais qui ne sont pas du tout assez puissants pour lancer le rituel. Alors, on doit y ajouter le neuf, les chansons des Four Towns, qui d'ailleurs ont été composées par Billie Eilish, et c'est assez génial. Et c'est donc en fusionnant ces deux univers, l'ancien et le neuf, en les traitant avec le même niveau de valeur, le même niveau de respect, et bien qu'on arrive à un rituel qui fonctionne
et qui suit le message du film, oui, on peut prendre l'ancien et le neuf sans manquer de respect à aucun des deux, et oui, ça peut fonctionner, la preuve, le rituel a marché. Enfin, cette conclusion est bien supérieure que dans Encanto, car les actions de l'héroïne impactent vraiment tout son univers et ses proches. Là où Bruno a le droit à une séquence d'excuses déplorables, la mère et la grand-mère avec les tatas en featuring ont une scène complète dédiée à ça. Et encore une fois, ce ne sont pas que des mots, des actions sont faites pour aller vers l'autre et pardonner. Et tout ça est rendu possible grâce à Mei Mei. Alors est-ce que pour autant Alerte Rouge est un film parfait ? Bien sûr que non. Le fait par exemple que Carfan des Four Towns lui aussi, le gamin complètement con finit par être accepté dans la bande des filles même après tous les trucs vachement nuls qu'il a fait, c'est aussi débile que la nouvelle relation entre Mariano et Dolores. C'est expédié en 20 secondes chrono, ça n'a aucun sens. On pourrait également reprocher aux deux films des personnages secondaires vraiment très unidimensionnels et simplistes. Pareil pour les deux pères des héroïnes qui avaient vraiment le potentiel de plus être exploités, et ça c'est dommage. Mais malgré tout, tout cela montre bien que même en partant d'un scénario et d'une forme aussi similaire, on peut non seulement arriver à deux films complètement différents, mais surtout à deux niveaux de qualité diamétralement opposés. Vraiment, pour moi le succès de Encanto est incompréhensible. Et je dis même pas ça pour descendre le film, c'est juste que tout est tellement basique, simpliste et sans effort dedans que un succès pareil, ça me rend triste, parce qu'en tant que spectateur, on mérite mieux, on mérite bien mieux que Encanto. Et bon, pour tous ceux qui pensent que ce dernier est déjà satisfaisant, super pour vous, hein, j'aurais vraiment aimé le film autant que vous, même si malheureusement c'est pas possible parce qu'il pue sa mère, mais non, là je fais une conclusion émotionnelle, donc je retire tout ce que je viens de dire. Pour tous ceux qui pensent que Encanto c'est suffisant, que c'est satisfaisant, s'il vous plaît, ouvrez vos horizons, regardez d'autres films, et par exemple, regardez Alerte Rouge. Et là vous verrez que oui, c'est possible, on peut faire mieux. Et j'aimerais conclure cette vidéo là-dessus. J'ai certainement mal formulé mon propos, mais je veux pas que vous reteniez que Encanto pue sa mère, même si c'est le cas. Je veux que vous compreniez avec cette comparaison directe que Alerte Rouge est vraiment un très bon film, et qu'il faut lui laisser sa chance si ce n'est pas encore fait. C'est un film beau, très bien écrit et surtout touchant. Oui, ce film m'a vraiment touché. Tellement que, alors que je prenais des notes pour cette vidéo, donc en regardant le film que d'un œil et sous la pression de l'heure parce que je devais partir au lycée ensuite, donc je m'habillais en même temps, et ben j'ai quand même lâché une larme lors de sa fin. C'est pour vous dire sa qualité. Alors si ça se trouve, je l'ai autant apprécié parce que je me suis pas mal identifié à Mei Mei. Je sais par exemple qu'il a beaucoup touché une de mes proches provenant tout comme elle d'une famille asiatique très stricte. Mais ce qui est sûr, c'est que Alerte Rouge est un bon film. Donc laissez-lui le bénéfice du doute si vous ne l'avez pas encore vu et allez le voir. Voilà, c'était tout pour moi. Des bisous. Can't keep up with you now. The sky is falling, the sun is burning. I'm falling to our right. The ground will open like an ocean. It's